Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais faire une chose qui me tient beaucoup à cœur. J'aimerais parler de mon maître, Moriyama Roshi, et de son temple au Japon, Zuigakuin. Maître Moriyama, donc son nom c'est Moriyama Daigyo Roshi. Moriyama, son nom de famille. Daigyo, son nom de moine. Daigyo, c'est la grande pratique. Et Roshi, on a vu, c'est un terme honorifique donné dans notre école qui veut dire vieux maître. Pas vieux seulement en années, mais vieux aussi en sagesse, si on peut dire. Et son temple au Japon s'appelle Zuigakuin. Et Zuigakuin, c'est quelque chose comme ermitage du bonheur spirituel, et il y a aussi montagne, du bonheur spirituel dans les montagnes. Et c'est un nom qui convient parfaitement. Et ok, je vous y emmène. On prend le train. On prend le train à partir de Tokyo, par exemple, et puis on s'enfonce vraiment. Au début, c'est tout plat, puis on rentre vraiment dans les collines, et puis après dans les montagnes avec des vallées très étroites, comme on trouve dans le centre du Japon. Et au bout de 2 heures environ, on arrive dans une petite ville qui s'appelle Otsuki. Otsuki, c'est la grande montagne, pardon, la grande lune. Et cette ville est tout enserrée dans les montagnes. Et là, on prend un tortillard, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, un tortillard pour aller au village suivant. C'est vraiment un tout petit train avec une seule voie comme ça. Et on arrive au village suivant qui s'appelle Hatsukari. Ça va avoir quelque chose avec la chasse, donc je ne sais pas exactement la signification. Mais à Hatsukari, on descend. Et là, il y a une grande rue et ça croise une route nationale, et puis c'est tout. Et puis autour des montagnes, et puis en bas des montagnes, beaucoup de rizières. Et là, quand vous arrivez, que vous commencez à chercher, en fait, les gens de Hatsukari, ils voient un étranger ou une étrangère, et tout de suite, ils vous indiquent le temple, parce qu'ils savent que c'est là que vous allez, étant donné qu'il n'y a absolument rien d'autre dans le village. Donc, on commence. On traverse la grande rue, on traverse la route nationale, et puis on prend une petite route qui devient un sentier. Il y a encore un tout petit hameau. Et puis on marche, on s'enfonce dans la montagne, on suit une sorte de rivière qui se transforme en torrent facilement à la saison des pluies. Et puis on s'enfonce encore, et puis on voit plus rien, il n'y a plus que des arbres et Kinoki, des grands arbres avec un très bon bois qui sent très bon. Et puis au détour, à un tournant, on voit le temple. Plus exactement, on voit un assez grand bâtiment. Qui ne ressemble pas du tout à un temple dans l'idée qu'on se fait des temples au Japon. Et d'abord, le bâtiment principal, c'était une ancienne ferme. Et on l'avait donné au Roshi. Elle était à 200 km à peu près de là. Et vous savez, avec ses constructions en bois, on l'avait démontée comme un Lego, comme ça. Et puis on l'a remontée sur le terrain qui avait été donné par une personne du village. Il a une spécificité japonaise, c'est un toit qui s'appelle en gashozukuri, c'est-à-dire un toit très pentu pour la neige, un toit comme si tout le bâtiment faisait gasho. C'est comme ça qu'on appelle ce genre de bâtiment au Japon. Et puis de là, il y a une sorte de petit couloir couvert qui va à un deuxième bâtiment qui est la salle de méditation elle-même. Vous allez voir sur les photos. C'est donc loin de toute habitation, et il n'y a rien. Je veux dire, c'était un petit peu l'idée de Moriyama Roshi, parce que Moriyama Roshi, il dit deux choses. Euh, Don't care small things. Vous occupez pas des petites choses. Alors ça, les petites choses, ça couvre absolument tout. Et chaque fois que j'essaie de lui dire, mais Roshi, ça c'est pas une petite chose. Don't care small things. Voilà. Donc il y a vraiment rien. Et puis l'autre chose, c'est no. Voilà, non, c'est tout. Donc quand il s'est installé là, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de téléphone. Même maintenant, il y a eu à un moment un téléphone satellitaire, mais ça n'a pas du tout marché. Donc voilà, c'est arrêté. Il y a de l'eau parce qu'il y a cette rivière à côté et il y a un système de tuyaux qui l'amène jusqu'au temple. Alors glacial, petit ruisseau de montagne. Et puis qu'on coupe l'hiver pour pas que les tuyaux explosent. Voilà. Les pièces elles-mêmes sont plutôt vides.
à part les coussins de méditation et les matelas pour dormir, il y a vraiment pas grand-chose. Il y a même pas beaucoup de rouleaux au mur, de calligraphie, tout ça, parce que le Roshi pensait que tout ça c'est très bien, c'est son maître et le maître de son maître étaient des grandes calligraphes, mais c'était des distractions en fait. Et donc c'était pas nécessaire. Donc des bouddhas sur l'autel, des coussins de méditation et des endroits pour dormir. Et voilà. Après, tout le reste, c'était small things et c'était pas vraiment important. Euh, Moriyama Roshi lui-même. Pardon, pour dire encore un mot du temple, ce qui est impressionnant dans ce temple, c'est que la personne qui a donné le terrain a demandé qu'il y ait le moins d'arbres possible qui soient coupés. Donc les arbres sont vraiment juste à côté, quoi. C'est juste si on se faufile pas, vous allez le voir encore une fois sur l'image, c'est juste si on se faufile pas entre les arbres pour arriver au temple. Ce qui fait qu'au Japon, où déjà, alors, bon, je ne suis pas bonne en géographie, c'est une sorte de longitude ou d'altitude, je ne sais pas, mais où déjà la nuit tombe très tôt. La nuit tombe à 18 heures pratiquement toute l'année. Il n'y a pas de grandes soirées ou de petites soirées. La nuit tombe très tôt. L'hiver est très rude, avec beaucoup de neige. De décembre à avril, il y a vraiment beaucoup de neige et de chutes de neige. Et donc, il fait très sombre dans ce temple, encore plus en hiver. Et on a juste des lampes à pétrole pour la lumière. Et bon, peut-être j'en parlerai quand je parlerai de mon séjour, là je voudrais parler de mon maître, mais vivre dans l'obscurité, vivre sans électricité, c'est une expérience pendant des années, comme ça c'est une expérience qui change radicalement beaucoup de choses. Ok, donc je reviens à Moriyama Roshi, son parcours. Il a déjà une spécificité pour le Japon, c'est qu'il n'est pas un fils de temple. Voyez-vous, depuis l'époque Meiji, euh, les moines, enfin les chefs de temple ont le droit de se marier, donc ils sont mariés et le temple va au fils aîné, au mari de la fille aînée s'il n'y a pas de fils aîné en général, mais voilà. Donc c'est succession. Et je veux dire que 95% peut-être, je parle des hommes, des chefs de temple, sont mariés et donc sont des enfants de même d'un chef de temple. C'était pas le cas de Moriyama Roshi, ce qui est déjà très rare au Japon. Il est entré dans l'université de l'école Soto. Après, il était dans une autre université où il étudiait la philosophie. Et puis un jour, Naori Roshi, qui allait devenir son maître, est venu faire un exposé. Et le Rocher a été tellement frappé par cette personnalité, parce qu'il a dit et tout, qu'il est allé le voir et qu'il lui a demandé, c'est vraiment comme dans les histoires, vous voyez, il est allé le voir et il lui a demandé d'être son disciple, et il est devenu son disciple, et de là, il est entré dans tout le cursus de l'école Soto, à savoir passer 3 ans dans l'université de Komazawa de l'école Soto, et puis ensuite aller à Eiji et aller aussi à Sojiji, etc. Euh, il a eu l'occasion pendant son deuxième séjour dans les temples, parce qu'en fait on passe peu de temps avec son maître, il vous rase la tête et puis il vous envoie au temple pour être éduqué en quelque sorte là-bas. Il a eu l'occasion d'être pendant plusieurs années le jisha, c'est-à-dire l'assistant, le secrétaire, assistant, etc., de Niwazenji. Niwazenji, il est très connu pour nous parce que c'est lui qui a donné la transmission aux disciples de Deshimaru Roshi après la mort de Maître Deshimaru. Et lorsque euh, Suzuki Roshi, qui était à San Francisco, dans le temple de Japantown de San Francisco, a quitté ce temple pour aller établir le Zen Center de San Francisco. C'est Moriyama Roshi qui a été envoyé pour le remplacer aux États-Unis. Alors c'était une chose extraordinaire pour lui parce que c'était les années 60, la fin des années 60, le début des années 70, c'est-à-dire la grande période hippie à San Francisco. Et si on imagine cet homme qui était rentré directement presque de l'université, de la première année d'université dans les temples, et tout d'un coup il arrivait, c'est quand même assez les temples au Japon, assez stricts, et tout d'un coup il arrivait dans cette foisonnement de hippies, de tout ce qui se faisait à San Francisco. Et alors vraiment, il a adoré ça. Ça, c'était merveilleux parce que ça l'a énormément frappé. Et il a trouvé, parce qu'il a commencé aussi un groupe de zazen, et il était en contact avec Suzuki Roshi, bien sûr,
et il a trouvé qu'il y avait que les Occidentaux apportaient une fraîcheur, apportaient un dynamisme, apportaient quelque chose dans le zen qui n'existait plus au Japon. Il est resté 2 ans à San Francisco, il a rencontré plein de personnes, etc. Il est ensuite rentré au Japon. Tout ça se fait à la demande des maîtres, hein. C'est pas des choses qu'on décide, on décide pas grand chose soi-même quand on est disciple. Et là, il a demandé à Niwazenji et à son propre maître, Noiri Roshi, de pouvoir fonder un temple. Ça l'avait tellement touché ce qu'il avait vu à San Francisco, qui souhaitait quitter un petit peu enfin pas un petit peu, quitter complètement le cursus habituel des temples japonais et établir dans la montagne un temple qui serait uniquement un temple de pratique. Qui serait uniquement un lieu où on s'inspirait de Maître Dogen, de son horaire, de sa pratique, de Zazen, et un temple le plus simple, donc j'ai dit le plus simple possible. Avec l'aide de ces 2 maîtres, il a pu le faire. Il a fondé Zuigakuin, donc ça doit être. Alors, j'ai jamais eu la date exacte, mais je pense que c'est autour de 75-76, 1975-76. Et puis, il s'est installé là. Voilà. Donc, au fond de la montagne, dans ce temple où il n'y avait rien, mais où il y avait. Et c'est ça ce qui fait la deuxième spécificité de Maître Moriyama, c'est qu'il accueillait toutes les personnes. Il accueillait aussi bien les Japonais que les étrangers. Et ça, c'est pas du tout une donnée au Japon. C'est très difficile d'être étranger, d'être non japonais au Japon. Et il accueillait aussi bien les hommes que les femmes. Ce qui importait pour lui, c'était que quelqu'un ait vraiment la volonté de pratiquer. Bon, je dois dire que pour vivre à Zuikakuin, entre l'horaire de Maître Dogen avec lever entre 3h30 et 4h moins le quart du matin, plus le froid total qu'il faisait, parce qu'en fait il y a un poêle, il y a un petit poêle dans une des pièces, et puis les autres pièces il n'y a absolument rien, et avec des, vous savez, des portes comme ça en bois qui bougent, enfin qui ne ferment pas du tout, voilà. Donc à peu près ce qu'il fait dehors, à 2-3 degrés près, il le fait dedans. L'obscurité dont j'ai parlé, enfin voilà, et puis le fait que c'est un temps qui, contrairement au temple japonais habituel, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas utiliser le mot temple, en fait c'est un monastère ou un ermitage, c'est pas le lieu parce qu'il y avait quand même beaucoup de personnes, mais monastère, ce serait le mot. Parce qu'un temple au Japon, c'est un lieu en ville où il y a un chef de temple qui reçoit ses paroissiens, on va dire. Souvent, il y a des zazen pour les enfants ou pour les plus âgés le dimanche, et puis qui fait les cérémonies de funérailles surtout. Et donc, il y a un cimetière près du temple. C'est très bien, c'est indispensable. À Hatsukari, il y avait un temple comme cela. Mais ce que le Roshi souhaitait faire, c'était vraiment un monastère basé sur le zazen. Donc c'était un lieu, il y avait beaucoup de zazen, beaucoup de zazen, beaucoup de zazen, et donc qui vivaient de peu de choses. D'une part les dons que faisaient les laïcs, donc il y avait bien sûr beaucoup de personnes qui sont venues auprès du Roshi, qui ont reçu un rakusu et qui passaient et qui faisaient des dons, comme on le fait à la demeure sans limite, un petit peu, il y a un plateau sur l'autel et puis les personnes font des dons. Euh, et puis l'autre chose, c'est de garder cette pratique de passer avec son bol. Je l'ai dit déjà l'autre fois quand j'ai dit que moi-même je venais avec mon bol. Donc de passer dans les villages. Euh, tous les premiers du mois, on passait dans Hatsukari, le village juste en bas du temple, ce qui fait que les gens nous attendaient, les gens étaient contents. Moi, ce qui m'a frappé de mon maître, c'est qu'il rendait les gens contents. Voilà, il était très souriant, alors pas du tout l'image qu'on peut avoir, même s'il il était très strict aussi, et surtout avec les moines et les nonnes, il était très strict, mais aussi il était très souriant. Et je me souviens d'une dame au village qui était malade, qui ne sentait pas beaucoup et tout. Et tous les premiers, elle était là sur le pas de sa porte et elle donnait quelque chose, elle mettait quelque chose dans le bol
où elle donnait un peu de riz, et puis le rocher restait à parler avec elle, et il la faisait rire, cette femme. Et à chaque fois, elle disait, ah, vous me faites rire, vous me faites rire, vraiment, c'est le moment où je ris le plus, et tout. Et vraiment, c'était ça ce qu'il donnait aux gens. Il donnait aux gens le moment pour être heureux, le moment pour rire. Alors, voilà, ça m'a beaucoup touchée. C'était la compassion en acte, et pour lui, c'était la compassion par le rire. Voilà. Et il prenait soin des gens, il prenait soin des gens du village, il allait leur rendre visite en dehors de ce moment de Takatsu. Et après, on allait dans d'autres villages autour. Et bon, ça aussi, c'est. Bon, bien sûr, au temple, j'ai accumulé, si je peux dire, des expériences bouleversantes, mais je ne voudrais pas parler de moi aujourd'hui. Je veux vraiment parler de mon maître. Donc voilà, donc il nous a reçus, il nous recevait. Parfois, on était. Bon, l'été, il y avait beaucoup de personnes qui venaient, qui passaient, mais de moines ou de nonnes qui restaient, on était assez peu nombreux. On était en général entre peut-être 3 ou 4 moines ou nonnes, suivant les cas. Le plus souvent des moines. C'est vrai qu'il y a plein de choses que je n'ai pas vues parce que je n'ai pas été élevée, entre guillemets, par des nonnes, mais le plus souvent, c'était des moines qui étaient là. Voilà. Aujourd'hui, je voulais exprimer ma immense gratitude pour le maître parce que vous savez, c'est comme ça la gratitude, ça commence comme ça. Quand le rocher est revenu, et au début, on était juste deux avec lui. Et, et moi, je me souviens qu'un soir, vraiment clairement, je me souviens qu'un soir pendant Zazen, je me suis dit, mais quand même, j'habite dans ce temple depuis plusieurs mois. Je suis venue de France avec l'idée d'entrer dans un temple au Japon, avec la volonté d'être ordonnée, de passer ma vie dans le Dharma. Et puis, il y a ce monsieur qui a créé ce temple. Et ensuite, il est resté dans ce temple, il a passé beaucoup de temps seul, le temps que le temple soit connu. Et après, ce temple était dans les guides pour les étrangers au Japon. On disait, si vous cherchez un endroit, un vrai endroit de pratique, si vous avez vraiment la décision de pratiquer, allez là. Et je me suis rendu compte de tout ça, de tout ce travail, de tout ce, comment on dit, dédicace que le Roshi avait fait pour le Dharma et pour les gens. Et j'ai eu une gratitude énorme. Et ça a été mon entrée dans la gratitude, mon entrée dans la reconnaissance de ce que nous recevons des autres. Et à partir du maître, parce que je pense que c'est vraiment nécessaire de partir d'une personne, et moi je suis partie du maître, et à partir du maître, et à travers cette pratique de retrouver les aumônes, la nourriture, de quoi rester dans le temps, à partir de là, la gratitude, elle ne peut aller qu'en grandissant. Donc voilà, j'ai eu cette chance d'aller là. J'étais partie avec une décision très solide, c'est vrai. Je voulais le dharma et seulement le dharma dans ma vie. J'ai eu la chance d'entrer dans un lignage, je l'ai dit, qui est complètement monastique et c'est ce que je souhaitais. Et d'être accompagnée dans ce lignage par Moriyama Roshi et puis par mes frères et sœurs du dharma. Et voilà. Donc, je veux partager avec vous cette vie de Moriyama Roshi qui a été une vie entièrement dédiée au Dharma. Euh, à la suite, après que je sois déjà rentrée en France, Moriyama Roshi a été nommé Sokan, c'est-à-dire responsable de l'Amérique du Sud. Donc il est parti à Sao Paulo, et il m'a fait venir au début pour l'aider pour toutes les histoires de langage, pour régler des choses, etc. Il a construit un nouveau temple là-bas aussi à Sao Paulo, et il y a passé ensuite à Sao Paulo, puis dans le sud du Brésil, un certain nombre d'années. Il est rentré au Japon et malheureusement, il est mort en 2011. Voilà. Mais le Roshi m'accompagne. Il n'a pas cessé de m'accompagner. Je pense qu'il ne cessera pas de m'accompagner. Et je suis heureuse d'avoir pu en parler avec vous ce matin. Merci beaucoup.